me demande combien ils font d'argent. Puis surtout, je me demande combien ça coûte d'amener 50 Cent dans ton genre de congrès de nerds. Puis on a gagné le prix MVP Infrastructure Amérique du Nord au complet. Les plus gros qu'on a ramassé, 62% de ta facture que tu peux sauver. C'est gigantesque. Je veux optimiser cette pièce par user là, puis tu sais, ben, je suis capable de m'amener à 75 cents, à 50 cents. Ouais. Ça doit être parce que je suis vraiment anxieux tout le temps. J'ai tout le temps peur qu'il y ait un compétiteur qui vienne tout briser. Fait que... Anxiety-driven development. Et la question est, est-ce que le problème que tu règles avec ton SaaS, je pourrais le régler seulement dans mon Cloud Code, mon Codex? C'est une bonne question. Puis c'est... Je peux pas juste dire « je pense », c'est « on l'a fait ». Éric Pinet, bienvenue sur Ça se passe. Salut Frank. Part 2, c'est ça? C'est notre deuxième, c'est le deuxième pod officiel ensemble. Le premier était genre 2025. J'ai fait plein de contenu avec toi. Je commençais à en faire avec ta gang aussi. Je parlais avec Phil Trépanier de Unicorn récemment. Puis il y a une newsletter qui est sortie. En tout cas, le jour où on enregistre ça, c'est le 11 juin. Ça sort le 12. Ça s'appelle Cours de plomberie. Puis il m'a expliqué toute l'espèce de stack agentic chez AWS. Puis c'était malade. Puis il m'a comme reparlé un peu de ce qui se passait avec votre SaaS, qui est stable. Fait que là, pour le monde qui ont peut-être pas déjà écouté tout ce contenu-là, Unicorn, c'est ta boîte de service. Vous êtes des experts, partners certifiés AWS. Si tu as besoin de migrer vers AWS, d'optimiser tes coûts, de comprendre what the fuck is happening dans la console, puis d'avoir des pros qui te guident, Unicorn s'occupe de toi. Ça paraît qu'on a fait du contenu ensemble. Et voilà. Stable, c'est comme le nouveau poney, le nouveau cheval dans l'écurie qui est vraiment sick, que ça fait là bientôt 1 an, je pense, que vous travaillez là-dessus. Ouais. C'est un SaaS qui te permet de monitorer puis d'avoir de l'observabilité sur tes coûts en FinOps, c'est-à-dire les coûts que ça te coûte ton infra cloud, puis qui te va te faire des recommandations, puis qui te permet de sauver des bidous, puis d'avoir une idée à quoi t'en tenir par rapport aux factures AWS qui s'en viennent. Ça fait du sens? C'est totalement ça. Cool. J'avais le goût de faire genre le wrap-up crissement vite pour qu'on puisse rentrer dans le concret puis dans le nouveau. Exactement. Ouais, c'est ça. Fait que, récemment, toi puis moi, on était en Estrie ensemble. C'était vraiment drôle. C'était vraiment le fun. On a fait une capsule vraiment sick. Avec Adèle. Ouais, dans la salle Adèle, où elle a tourné un clip. J'avais dit au monde sur les médias sociaux que c'était pour toi comme t'allais, ça n'a aucun rapport. OK. Mais bon, tu m'as fait un catch-up là, fait que le monde peut aller voir ça sur YouTube, mais je veux savoir, c'est quoi les nouveautés dans les derniers mois, mettons, par rapport à Stable ou à Unicorn? Y a-t-il des trucs qui ont popé? La dernière affaire qui a popé, c'est que, en fin 2025, on avait gagné le prix canadien AWS Rising Star. Rising Star. Fait que là, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Puis, la semaine dernière, en fait, on a été dans un des gros événements de notre partenaire Pax8, qui est notre distributeur de services AWS. Puis, on a gagné le prix MVP Infrastructure Amérique du Nord au complet. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est le Most Valuable Partner du côté infrastructure. OK. Fait que, puis c'est basé sur la croissance et la quantité de revenus qu'on a amené. Là. Puis j'ai vu un screenshot de quelqu'un de ton staff qui a mis un screenshot de 50 Cent à cet événement-là. Fait que ça veut dire que c'est littéralement 50 Cent qui est venu te remettre ton prix ou? Ouais, j'étais pas allé à cet événement-là parce que maintenant, j'ai une équipe qui s'en occupe. Puis c'est Benoît qui était là. Puis Benoît, dans le fond, il a été sur le stage recevoir le prix. Puis je pense que c'est 3 heures après, il y avait le show de fin de journée. Puis là, c'était 50 Cent, l'invité spécial. Ouais. Pax8, c'est une grosse business qui font plein d'argent. Je me suis dit, Chris, je me demande combien ils font d'argent. Puis surtout, je me demande combien ça coûte d'amener 50 Cent dans ton genre de congrès de nerds pour qu'il fasse un show. Ça doit coûter cher. Ouais. Ça doit coûter très cher. Sans vous manquer de respect à tous les gens qui étaient présents à cet événement-là, vous devez pas être des hip-hop nerds, genre vous êtes plus des tech nerds. Tu sais? Ouais, c'était quand même plus monde tech. Du monde MSP. Mais toi, t'étais pas là. Moi, j'étais pas là. Ben, tu aimais ça le show? Selon les photos que j'ai vues, il y a de d'avoir trippé. Il y a des photos qui n'ont pas été partagées. Fait que la bonne nouvelle, c'est que vous avez gagné un autre prix
qui est un témoignage ou une preuve de votre croissance, puis que la business va bien, puis que le monde dans l'écosystème AWS, il reconnaît ce que vous faites avec Unicorn et Stable. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Chaque fois qu'on se parle, dude, tu me drops genre une métrique ou un chiffre intéressant qui nous permet d'avoir une discussion le fun. Fait que ma question pour toi, c'est, y a-tu un chiffre que tu veux me dropper ou me mettre à jour par rapport à Stable ou autre qu'on peut jammer dessus? Ben, ce qu'on a commencé à mesurer plus récemment, parce que là, ça fait 1 an que Stable est utilisé par des clients. Congrats, en passant, man. Ouais. C'est secret, man. Puis on commence à avoir de plus en plus de retours, puis ça fait que c'est vraiment intéressant. Puis une des métriques qu'on voulait vérifier, c'était Stable, il te sort la quantité d'économies que tu peux faire dans ton infrastructure. Fait que quand tu installes Stable, tu as tout de suite un chiffre qui te dit tu peux sauver 30%, 35% de ta Combien de temps ça me prend avant d'avoir le chiffre une fois que je l'ai installé? Ça te prend 24 heures à peu près. OK. Ouais. Fait que t'as une petite surprise après ton onboarding. Ouais, c'est ça. Puis là, tu reçois un courriel, puis ça te dit les données ont été crunchées, là, fait que tu peux aller voir ton chiffre. Parce qu'il y en a pas à peu près de la donnée à cruncher, à massager, à uniformiser, whatever, pour avoir la réponse. Exactement. Okay. Fait que, il faut analyser les métriques de toutes les ressources que tu as dans ton compte sur plusieurs journées, mois, etc. Ouais. Fait que, puis on ramasse les métriques à chaque heure pour pouvoir computer tout. Là. Fait que, ça fait beaucoup de données à passer, mais une fois que c'est fait, là, tu as ton chiffre magique, puis là, tu le vois, puis il y en a qui se ramassent à 56%. Les plus gros qu'on a ramassés, 62% de ta facture que tu peux sauver. C'est gigantesque. Ça arrive pas souvent que tu penses ce chiffre-là, mais quand ça arrive, tu te rends compte que tu avais laissé beaucoup d'argent sur la table. Il y a des CFO qui t'aiment bien. Ouais, c'est ça. Sont contents. Fait que là, nous autres, ce qu'on voulait comparer, c'était des équipes qui n'avaient pas Stable. Ouais. C'était à peu près à combien ils se retrouvaient, quand on installait la première fois. Fait que, mettons, la moyenne qu'on a sortie, c'est 29%. Fait que, dans le fond, presque 30% des factures AWS, des équipes qui n'ont pas d'outils comme Stable, c'est du gaspillage. Okay. En gros, c'est ça que ça dit. Puis là, nous autres, ce qu'on voulait savoir, c'est qu'une fois que tu as Stable, à quoi ça ressemble après? Puis là, on est plus à 6%. Fait qu'on continue de monitorer, puis les équipes, il y a juste un 6% qu'on peut dire de waste, mais des fois, c'est parce qu'on attend un changement, parce qu'il y a des explications aussi, mais tu vois que les équipes sont beaucoup plus en contrôle sur leurs coûts, puis il y a moins de gaspillage. Puis, évidemment, ton contrôle ou ton groupe test pour Stable, c'est tous tes users que tu as eu depuis 1 an. Puis l'autre groupe, c'est comme, ça peut être plein de clients que tu avais dans Unicorn, I guess, ou où c'est que tu as pris ta donnée pour ça? Oui, c'est tous nos clients qui n'avaient pas Stable avant, puis qui maintenant ils l'ont. Fait que c'est vraiment ça qu'on a fait. C'est insane, man. C'est vraiment, vraiment cool. Dans une conversation précédente, justement, tu me disais que Stable était de plus en plus mature, était sorti de alpha, là, c'est plus juste un MVP, mais que, comme n'importe quel SaaS qui commence, tu dois aller vers une complétion d'une grosse partie de ta roadmap pour être 100% comme standalone, puis tout ça. Fait que, genre, gut check ou health check de roadmap produit, t'en es où avec Stable? C'est quoi les gros trucs, les gros morceaux? Fait quand on l'a sorti, il y avait des choses qu'on a décidé de ne pas mettre dans le tool tout de suite parce qu'on se disait, de toute façon, c'est pas ça qui va nous permettre de valider si c'est un produit qui va avoir l'attraction puis que le monde va vouloir l'utiliser, etc. Fait on avait mis de côté tout ce qui était gestion utilisateur plus granulaire. Fait être capable de dire, ce user-là, ce type de user-là, il a accès dans tel compte ou pas tel compte, puis etc. Fait que, on avait tout enlevé, pas développé cette partie-là parce que ça sert à rien pour valider ton produit. Là. Fait que, puis on avait fait la même affaire pour enlever tout ce qui était SSO, connexion. Fait que, on l'espèce de table stakes une fois que ça scale, mais pas au début. Là, des features genre que n'importe quel bon SaaS qui est adopté par une compagnie un peu grosse, à un moment donné, il va avoir besoin. C'est ça, exact. Puis là, on n'avait pas mis initialement, par exemple, AWS Marketplace pour que tu puisses acheter par le AWS Marketplace. C'était comme, il fallait que tu passes par nous pour qu'on puisse... C'est comme, vous gardiez le contrôle sur les... Qui allait onboarder, là, tu sais. Fait qu'il y avait ça qu'on n'avait pas fait, là, maintenant c'est fait. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Puis là, les permissions, c'est-tu on the way ou genre... on est en train de les finaliser. Là. OK, c'est bon. Parce qu'on commence à avoir des clients un peu plus grandes entreprises qui ont besoin de ces limitations-là. Et c'est ça, même chose? Exactement. Mais c'est sûr, ça, c'est déjà sorti. OK, good. Puis... on va en parler un petit peu plus tard, mais je veux quand même un preview, genre, est-ce que Stable pourrait prendre des actions par lui-même
dans un compte AWS éventuellement, c'est-à-dire, y a-t-il un futur agentic à Stable? Bon, on va en parler tout de suite, dans le fond. Parlons-en. Ouais, parlons-en. Mais oui, il va y avoir un futur agentic de Stable. D'ailleurs, on travaille dessus en ce moment. OK. Ben, je pense que Philippe, dans ce qu'il t'a présenté aussi, il t'a peut-être parlé de ce qu'on fait à l'intérieur de Stable. Il est resté vague. Ouais, il est resté vague quand même. Mais en gros, ce qu'on veut faire, c'est que Stable, présentement, il te sort des recommandations pour te dire, ben, voici ce que tu devrais faire comme changement de configuration, comme suppression de ressources, peu importe, là, pour pouvoir sauver des coûts parce que tu n'utilises plus ce disque-là, tu n'utilises plus cette machine virtuelle-là ou les configurations que tu as mis ne fitent pas avec ton utilisation, fait que change-les. Fait que ce qu'on veut faire, c'est que on est en train de mettre une espèce d'intelligence AI par-dessus le data que Stable sort pour pouvoir t'aider à travailler sur ces recommandations-là. Fait que l'Agentic AI, dans le fond, va pouvoir s'intégrer à travers des serveurs MCP dans des outils de code comme Claude Code ou Kiro, AWS Kiro. Ouais. Puis il va pouvoir, par exemple, te préparer ta pull request qui va faire le changement dans ton infrastructure as code pour pouvoir dire, ben, voici ce qu'il faudrait que tu fasses pour optimiser cette recommandation-là. Ouais. Ça, c'est excitant. Ouais, ben ça permet de sauver beaucoup de temps, mais en même temps, on veut pas que Stable lui-même ou que l'agent lui-même fasse les exécutions parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte quand tu joues dans des infrastructures de production de clients qu'il y a comme une gate là, pour l'instant que l'Agentic va pouvoir te faire ta pull request, mais c'est pas lui qui va payer sur le Python pour dire go, on le fait, puis on l'applique. Puis À cause qu'une infrastructure, c'est trop critique. Genre, tu peux pas fucker une décision dans ton infrastructure, dans tout le back-end de ton Je pense que c'est un peu comme, mettons, l'AI aide, mettons, les médecins à faire des diagnostics, mais en même temps, c'est pas l'AI qui va mettre le diagnostic final puis confirmer, oui, c'est vraiment ça. Puis, à cause du jugement, de la responsabilité. De la responsabilité. Puis c'est la même affaire avec les autos autonomes. Là, c'est à un moment donné, ils ont de la difficulté à dire, oui, l'auto autonome va pouvoir aller partout puis se promener partout, n'importe comment, mais s'il n'y a aucun chauffeur, qui c'est qui est responsable ou qui va prendre la décision de on frappe le mur de béton ou quelqu'un? Fait que c'est un peu les mêmes genres de décisions qu'il faut que tu prennes puis de responsabilité. Fait que nous, on veut pas que Stable ait la responsabilité d'avoir délité quelque chose qu'il fallait pas déliter. En fait, tu veux même pas comme compagnie avoir cette exposition légale-là. Genre, je veux pas ça. Ouais. Mais non, c'est vraiment, vraiment hot, man. Puis on va avoir d'autres talks pour avoir un update sur comment ce côté-là évolue. Je pense que ça va changer un peu ta structure de coûts, ton testing, comment tu monitores un peu ton app, parce que là, tu vas avoir une partie plus agentic. Ben, on va en parler anyway, aujourd'hui de toute cette poutine-là. Justement, on a déjà parlé des coûts de LLM qui explosent dans AWS puis Bedrock. Bedrock, là, c'est basically... Tu veux appeler un LLM, utiliser un des modèles cool, Anthropic, Claude, Anthropic, OpenAI et plus, ben, eux autres, ils ont des GPU. Ils ont des data centers avec des modèles qui roulent déjà sur certains de ces GPU-là. Fait que tu peux juste passer par Bedrock, Amazon Bedrock pour faire ça. Ça fait-tu du sens? Ouais, c'est pas mal ça. Puis ça te permet de te faire une couche qui est comme un peu standard pour utiliser n'importe quel modèle, tout de la même manière. Ouais. Puis ça te rajoute une couche de plus aussi sur comment tu vas suivre ton costing, tes coûts. Ça va te permettre de voir quelle requête tu as faite pour quel projet ou quel user a fait quelle requête, puis ça a coûté combien en token. Puis, fait que ça te permet de faire aussi un suivi des coûts par projet, user ou autre là, que tu voudrais suivre. Ça te met un peu cette mécanique-là déjà en place pour être capable de faire une meilleure job de suivi de qu'est-ce que tu fais avec ton AI, puis qu'est-ce que ça te coûte, puis qu'est-ce qui te coûte quoi. Là, fait que, il y a cette séparation-là aussi qui est intéressante. Puis tu sais, ce qui est intéressant avec toi, c'est que de par tes clients, puis aussi le réseau AWS dans lequel tu vois un peu la facture bouger par rapport à l'infra, puis à la partie AI dans l'infra, mettons. Fait que genre, ces temps-ci, c'est quoi le discours que tu vois des CEO ou CFO par rapport à l'AI? C'est-tu genre... Parce que moi, je vois plein d'affaires sur Twitter, mais bon, je suis moins proche que toi. C'est-tu price conscious? OK, on met des limites, puis on
on est sévère là-dessus ou c'est genre YOLO token spend? Fait que, ouais, parle-moi un peu de ça. Je te dirais, il y a les deux types de CEO. Là. Ouais. Il y a ceux qui disent on est AI first, puis on veut dépenser le maximum, puis qui suivent les mauvaises métriques aussi, là, qui disent nous autres, on veut que tous nos devs dépensent, puis qu'il y ait le plus d'utilisation de l'AI possible. Fait que plus le dev utilise des tokens, mieux c'est. Ça, c'est l'exemple de mauvaise métrique à suivre. Là. Exactement. Ouais. C'est comme c'est pour ça que tu veux. Ce que tu veux savoir, c'est ce qui sort, ça te donne-tu plus de qualité puis plus vite, là, puis es-tu capable de. Fait que ça, il y a comme une mauvaise manière de vouloir suivre ses coûts. Puis on voyait la même affaire dans le domaine du cloud aussi, parce que quand le cloud a commencé, les gens parlaient tout le temps, je veux réduire ma facture cloud. Puis là, ils checkaient le prix de la facture globale. Puis là, ils disaient, je veux réduire cette facture-là. Mais ce que tu veux réduire pour vrai, c'est plus en fonction de ma business. Moi, ce qui me rapporte de l'argent, c'est mes users ou c'est mes transactions. Fait que là, je veux savoir mon coût cloud, il me coûte combien par transaction ou comme par user. Puis après ça, ce que je veux optimiser, c'est si j'avais 10 000 users puis que mon cloud me coûte 10 000, c'est une pièce par user. Fait que je veux optimiser cette pièce par user-là, puis dire, je suis capable de m'amener à 75 cents ou à 50 cents par user. Pas, je veux juste réduire à 5 000 parce que quand tu vas te rajouter un autre 10 000 users, ça fait plus de sens d'essayer d'atteindre le 5 000. All right, folks. Petit shout-out maison. Le 10 septembre, chez Workleap à Montréal, on débarque pour la SaaSpass Conf édition 2. 250 builders puis founders en tech au Québec qui bâtissent en eau trouble ensemble. On va avoir du fun. Il y a des keynotes de feu, un podcast live, une compétition de pitch, le pitch party, puis un after party avec un bar open. Tout est inclus dans ton billet. Les early birds sont déjà toutes parties. Il reste des billets, mais ça part vite. Tu peux aller chercher le tien sur conf.saspass.com. Puis profite-en pour checker la brand qu'on a faite un peu custom puis le fun. On a fait des posters custom pour chaque sponsor. All right, j'ai hâte de tous vous voir là-bas. Cheers, back au pod. C'est genre, regarder juste des chiffres ou juste d'un point de vue technique, juste d'un point de vue financier ou juste d'un point de vue technique, il manque de jus à ça, il manque d'insight à ça parce que la bonne réponse, ça se trouve dans le layer business, comme tu dis, mettons. Puis je parlais avec Raph Steinman de Maxa AI récemment. En tout cas, il me faisait un update sur ce qui se passait de son bord puis comment il voyait le marché. Puis il me disait, man, le futur, genre, appartient au monde qui ont du business acumen puis qui sont AI native. Genre, qui catchent comment utiliser les AI, mais qui comprennent les subtilités, les marges, les unit economics d'une business puis qui merge comme les deux ensemble. Puis quand tu parles, ça me fait penser à ça. Ouais. Est-ce que Puis il y a peut-être une autre chose que je rajouterais là-dessus, c'est qu'après, une des choses qu'on veut faire à travers Stable aussi, c'est d'aider les utilisateurs à faire cette espèce de lien-là entre les business métriques puis leur coût cloud ou leur coût AI. Fait que dans notre roadmap qu'on a, là, il y a l'ajout de cette possibilité-là de recevoir tes business uniques puis pouvoir les mettre en relation avec ton cloud puis être capable de suivre ton KPI, mettons, de coût par user ou coût par transaction. Fait que ça, c'est quelque chose qui s'en vient aussi. Puis, parlons-en, double-cliquons un peu sur c'est quoi la nature des éléments que tu dois suivre pour garder un contrôle sur tes coûts d'AI ou juste pour optimiser un petit peu la valeur que tu retires de l'AI versus tous le prix que tu payes en tokens, mettons. T'as parlé de coût par utilisateur, t'as parlé de coût par appel ou le coût par transaction que tu as besoin de traiter ou le coût par analyse que tu veux que l'AI fasse pour tes utilisateurs. Fait que, il faut que tu trouves ton business unit là, sur lequel tu vas mapper tes coûts. Puis après ça, c'est relativement simple. Après ça, tu fais ta règle de 3 pour pouvoir dire c'est en fonction de mon nombre de transactions, de mon nombre de users, ça me coûte tant en AI. Puis après ça, tu es capable d'utiliser ce que je parlais tantôt, par exemple, dans Bedrock, pour pouvoir segmenter, par exemple, dans mon AI, ça a rapport à tel feature, ou ça a rapport à tel utilisateur, ou ça a rapport à tel projet. Fait que là, ça te permet de segmenter tes coûts comme ça, puis être capable de faire ta règle de 3 de OK, j'avais dans ce projet-là tant de transactions ou dans. Ça m'amène tant de cash, ça m'a coûté tant de. Fait que là, tu es capable de faire tes retours, tes ROI, puis te dire OK, c'est bon. Ce qu'on est en train de builder, ça fait du sens. Tu sais, on fait de l'argent avec ça, puis on fait pas juste brûler des tokens.
Mais j'ai l'impression que tout ce que tu dis, ça fait vraiment du sens. Puis c'est comme si tu veux builder une business pérenne avec des bons unit economics, puis c'est comme sain, là, genre gestion financière saine. I guess qu'il y a un paquet de startups puis de scale-ups qui pensent même pas de même en ce moment, right? Puis qui sont genre, ça coûtera ce que ça coûtera en tokens. Fuck mon optimisation, genre de ROI pur et dur dans AWS. Puis faut que je prouve à quel point que je suis cool, powerful comme nouveau tool puis que je sois adopté le plus vite possible. Genre. Ben, je pense que c'est de moins en moins vrai parce qu'il y a de moins en moins d'argent dans le système. Le hype ou le... Ouais, puis puis les VC puis tout ça, je pense qu'ils sont de plus en plus intéressés d'acheter aussi des compagnies qui dépensent pas pour rien. D'investir dans les compagnies. Puis on en a parlé rapidement dans l'autre capsule, mais on a aidé dans des due deals pour pouvoir faire cette analyse-là des compagnies avant un investissement ou avant un rachat ou un M&A, puis c'est de plus en plus regardé. Fait que dire juste on dépense pour dépenser puis on veut plus de traction, je pense que c'est de moins en moins vrai maintenant. Puis, tu sais, implémenter de l'AI dans ton SaaS, dans ton produit, ça passe par plein d'outils ou plein de manières différentes. Une des composantes, c'est quel modèle tu utilises. Au-delà de genre des frameworks d'agents ou d'orchestration d'agents, whatever, juste le modèle pur et dur que tu appelles ou que tu loupes dans ton système agentique. L'affaire qui me buzz, c'est j'essaye de suivre puis de rester à jour, mais il y a toujours un nouveau modèle qui sort. Je te jure d'autres, j'ai l'impression que ça s'accélère genre au mois, au moins, il y a genre un breakthrough model qui pète des benchmarks. Puis là, c'est comme, faut que trop tu checkes dangereux pour être release. Ouais, c'est vrai, ouais. Chris Fable, man, j'ai brûlé toute ma sub en genre, je sais pas combien de temps. Whatever. Pour faire un site de rap. Ça n'a pas rapport. Fait que la question pour toi qui, oui, commence à utiliser des modèles AI dans ton produit, mais voit plein de monde qui utilise des modèles AI dans leur plateforme, ça passe par l'infra que tu connais. Quand est-ce que tu décides de changer de modèle? Genre, OK, il y a un nouveau modèle open source qui sort, il est 11 fois moins cher. Genre, quand est-ce que tu expérimentes? Comment tu prends la décision de, OK, ouais, on swap ça? Comment ça se structure dans ton flow? Genre? Ouais. Ben, ça fait partie de la job qu'il faut qu'il soit fait. Ben, je le vois un peu comme, mettons, de la cybersécurité dans ce que tu faisais. C'est pas quelque chose qui tu le fais une fois puis c'est fini. Ouais, comme des pentests, mettons. Exactement. Ouais. Il faut que quand tu deviens SOC 2 ou que tu ISO 27001, c'est un processus que tu mets en place. C'est un processus, puis c'est des outils, puis c'est des politiques dans ta business qui dit maintenant, on fait ça de même. Ouais. Fait qu'à chaque fois qu'il arrive une vulnérabilité, on fait ça. À chaque fois une fois par année, on va réviser ça, ou 2 fois par année, on va réviser ça. C'est la même affaire. Fait que c'est comme là, ben, tu mets tes pratiques FinOps en place ou tu mets ton AI, puis ton AI, ben, il faut que tu le révises régulièrement, il faut que tu puisses décider quand est-ce que tu fais un update, quand tu vas faire ton update, tu veux te donner des outils pour être capable de le tester, mais pas à tous tes users en même temps, puis tu vas être capable de faire du A/B testing, comme du marketing, puis des affaires de même. Fait que tu vas avoir des moyens de le faire, décider quand est-ce que ça va se faire, puis de l'intégrer dans ta business, c'est quoi le plus logique là, pour fait que ça revient à une logique d'affaires, un processus d'affaires. Un processus que tu mets en place puis que tes équipes, ils vont exécuter à une fréquence X, Y, Z. Puis oui, tu peux pas à chaque modèle te dire c'est bon, on change tout. Là. La plupart du temps, les anciens modèles font encore très bien la job. Puis en plus, les prix baissent. Fait que là, c'est comme, est-ce que c'est pertinent pour ta feature d'avoir Fable qui coûte 8 fois plus cher? Probablement pas, si ça faisait déjà une bonne partie de la... Fait que, il y a comme une réflexion à avoir aussi, puis ça, c'est beaucoup des gens de produits là, qui vont faire ces analyses-là, puis dire, ben, ça vaut-tu vraiment du sens? Ça fait-tu vraiment du sens pour la business de faire ça? Puis, nous autres, on a des clients qui ont des très grosses factures AWS, mais tu sais que plus que la moitié, c'est de l'AI. Là. C'est vraiment de l'utilisation de l'AI puis de Bedrock parce que c'est le core feature de le business. C'est vraiment, c'est de l'AI. Là. La proposition de valeur est via beaucoup. C'est ça, exactement. C'est l'AI qui fournit. Fait que
c'est normal que leur facture soit énorme côté AI versus le reste. Puis, fait que ces business-là, c'est encore plus pertinent pour eux d'avoir un bon processus d'étudier les nouveaux modèles, puis de réviser la manière dont ils font leurs sign-ups, puis tout ça, pour être capable de facilement faire des tweaks dans le prompt ou dans la configuration ou dans le modèle, pour pouvoir dire, ben là, on va envoyer, par exemple, 20% du trafic des requêtes qui sont faites présentement faire les summarisations de notes, on va les envoyer comme dans ce nouveau modèle-là, avec le petit check, est-ce que tu as aimé la summarisation ou pas? Puis là, ben, on va vérifier si les users ils disent que c'est encore aussi bon que l'ancien modèle. Puis là, ben, si finalement ils disent oui, c'était aussi bon que l'ancien modèle, ben, on vient de sauver 11, c'est 11 fois moins cher. Là. On fournit la même qualité pour 11 fois moins cher. Fait que c'est sûr qu'on va l'agrandir à plus de users après. Dude, j'ai l'impression, quand je commençais chez Snip, Charles m'avait parlé de Charles Ouellet. Tu l'as rencontré, Charles, toi? Je pense pas. Co-fondeur de Snip? OK. Peu importe. Il me disait, genre, on avait fait un article way back, man, sur le blog, sur le blog, qui était, genre, les confessions d'un accro au refactoring. Tu comprends, genre? Ouais. Puis, j'ai l'impression qu'il y a des mêmes tensions en ce moment qui sont un peu quasiment, man, genre, psychologiques et humaines, puis drivées un peu par le hype ou le FOMO, versus la business, puis genre des décisions logiques et saines, de genre, il y a un nouveau framework JavaScript qui sort. Il y a une nouvelle version de tel framework que tu utilises, whatever. Il y a même des fois, c'était ton IDE, le genre, il y a un nouveau truc qui sort bien plus trendy, puis tu voyais qu'il y avait des devs que leur personnalité, c'était genre, faut le faire. Ouais, c'est le refactor tout. Exact. Puis là, si tu dis oui à ça tout le temps, t'es tout le temps en train de genre défaire ton système, le remonter, défaire ton système, le remonter, t'augmentes ta vulnérabilité à des bugs, à genre, il y a moins de stabilité pour tes clients, il y a plein de downsides. Mais j'ai l'impression qu'avec les highs, c'est genre ça, mais en accéléré. Genre. Ben, exactement. Puis, je parlais tantôt que je te disais que je voyais les mêmes patterns dans le cloud. Tu sais que dans le cloud, là, on calculait les coûts du cloud, puis on essayait de réduire les coûts du cloud. Ouais. Maintenant, on est plus en business unit, des enfants de même, mais au début du cloud, on dirait que ça a pris comme 10 ans avant que le monde se mette à OK, ça fait du sens, puis on va travailler de même, puis on va faire du fine-ups, puis on va ça. Mais là, en AI, c'est comme tout se fait, mais en 18 mois. Ouais, c'est pas clair, puis là, tout le monde veut réessayer, tout le monde veut réécrire. Puis en plus, t'as l'AI qui te dit, ben, tu peux réécrire bien plus vite à cette heure. Fait que peut-être que ta décision de faire ton refactor, il te coûte pas si cher que ça. Fait que là, j'ai encore plus le goût de le faire parce qu'il me coûtera peut-être pas si cher que ça, finalement, mon refactor. Ouais. Mais là, tu sais, tu te mets le doigt dans l'engrenage. Exact. Finalement, mais peut-être qu'il va te coûter plus cher que tu penses. Puis au final, il t'apporte pas souvent, ça t'apporte pas toute la valeur que tu voulais. Là, offline, je pense que c'était offline, tu me disais, ce qui est cool avec, mettons, Bedrock, ou avoir une infrastructure qui te permet de faire du model routing ou de déplugue différents modèles, c'est que justement, quand tu es rendu à expérimenter ou à changer, c'est moins un casse-tête, puis c'est moins tu recommences à zéro. Tu peux-tu me l'expliquer un peu plus pour que je catch mieux ça? Ben, dans le fond, le produit qui permet de faire ça dans Amazon, c'est Bedrock. Ouais. Fait Bedrock, ce que c'est comme une API principale qui peut rediriger vers tous les différents modèles qui existent. Fait que tu fonctionnes pour tous les modèles, tu fonctionnes tous de la même manière, avec la même API. Fait que c'est vraiment plus simple quand tu veux faire du routing après, tu fais juste t'enligner sur un autre corps d'API à côté puis qui fait. Voilà. Fait que là, ça simplifie beaucoup. Puis toute la mécanique qui te permet d'avoir ton méthode data, de savoir ton nombre de transactions que tu as faites, le nombre de tokens qui a été consommé en in, en out, le prix des tokens que tu as utilisé, tout ça, ben, tout est mis dans cet outil-là pour te permettre d'avoir cette information-là déjà de base, toute préfaite, là, dans le fond. Fait que c'est servi sur un plateau. Fait que tu peux tester tous tes différents modèles, avoir ton metadata, puis prendre tes décisions plus facilement, en fait. Puis l'équivalent, parce que ça, c'est si tu déploies puis tu héberges tout un peu tes produits ou tes plateformes sur AWS. Mais l'équivalent j'essaie de me rappeler, Open Router, c'est quoi l'équivalent si t'es pas sur AWS? Il y a d'autres services il y a d'autres services que je me souviens pas leur nom par cœur, mais je sais qu'il y a d'autres services qui existent qui font ça, en fait, puis qui ont créé des plateformes uniquement pour faire ce que Bedrock fait, mais plus mode open source ou payante, puis hostée, puis etc. Je suis curieux de voir, puis si t'as pas de visibilité là-dessus, on la skip ou on la coupe, peu importe, mais genre, les SaaS qui implémentent de plus en plus de features AI,
est-ce que tu les as vus changer un peu leur pricing model, puis comme, oui, il y a une subscription mensuelle, un flat fee, mais là, quand tu utilises des crédits ou quand tu utilises la feature AI, ils te chargent des tokens de plus ou chargé au outcome, on en entend parler, chargé à l'usage. T'as-tu vu des mouvements dans le pricing à cause de l'implémentation AI? Le mouvement que personnellement j'ai subi, Okay. Tu l'as peut-être vu passer dans la communauté, mais je l'ai partagé dans la communauté, ça se passe. Oui, c'est vrai. C'était quoi déjà? C'est notre outil de feuille de temps Harvest qui ont été violent, ça. qui ont été rachetés, puis ils nous facturaient comme au lieu de 3 000 $ US, 25 000 $ US le mois d'après. Là, c'est comme faut changer de. faut changer de provider, ouais. Ouais, fait qu'on on a changé en passant. mais attends, eux, c'était-tu lié à de l'implémentation AI et du déploiement AI? Je pense que non, c'est juste la crainte du le SaaS puis le user seat en général qui est comme plus suffisant. Ou en tout cas, fait que eux autres, ils ont été rachetés. Fait que là, de ma compréhension, la compagnie qui a racheté, ils veulent optimiser puis ils veulent tasser tout ce qui était petit. Là, fait qu'ils ont boosté les prix sur le mode d'usage. Puis... Mais tu sais, c'est juste... Ça m'a fait penser à ça, ta question. C'est vraiment le prix par siège. C'est en train de tout changer maintenant. Ça dépend vraiment de ton SaaS. C'est à qui que tu le vends, c'est qui l'utilise, comment il en retire de la valeur. Je pense que c'est jamais noir ou blanc, mais mettons toi dans Stable. Ben c'est ça. Moi, dans Stable, ce qu'on fait, c'est on te charge en fonction de ce qui nous coûte cher. Là. Nous autres, c'est analyser des données pour être capable de te faire nos recommandations. Fait que plus tu as de ressources dans AWS, plus tu as de données à analyser, plus ça te coûte cher, dans le fond. Là, puis nous autres, on a basé sur une facture de 1,9% de ta facture AWS. C'est le prix de Stable. OK. Fait comment tu es arrivé à 1,9%? Juste pour que ça soit en bas de 2? Tu veux souvent parler? Ben, ça a été testé. On l'a testé un peu avec certains clients. En alpha? Ouais, c'est ça, en alpha. Puis là, on était comme, tu sais, un prix là, tu sais, t'embarquerais-tu? Un prix là, t'embarquerais-tu? On a un premier feedback client. Comme moi, quand j'ai monté le prix de notre partnership annuel. T'embarquerais-tu? Tu voudrais-tu encore? Ben, t'es-tu correct? Je pense qu'il n'y a pas de magie là-dedans. Si tu testes tes prix, puis à un moment donné, tu le vois quand ça fait du sens. Mais t'as des compétiteurs sur le marketplace d'AWS ou ailleurs, je sais pas trop, puis eux autres, leur pricing est-tu transparent? T'as-tu pu benchmarker un peu? Ouais, on a regardé plusieurs autres, là, dans le fond, un peu comme... Puis pour vrai, c'est hétéroclite, là. Je veux dire, il y en a qui se chargent un frais fixe, c'est comme 30 000 $ par année, puis c'est ça. Peu importe, à moins que tu dépenses plus que 10 millions par année ou en affaire la même dans AWS. Fait que tu sais, c'est comme... Fait que tu t'attends petit jusqu'à 10 millions, 30 000 $ par année, c'est ça. Il y en a d'autres que c'est vraiment par user... avec certaines features qu'ils rajoutent. Puis il y en a d'autres que c'est par la consommation aussi, comme nous autres. C'est comme un peu... Toi, c'est juste... C'est le pourcentage ou il y a un frais fixe aussi? Non, c'est juste le pourcentage. OK. Mais, tu sais, il est aussi offert, le produit, à travers nos autres services. D'Unicorn. Oui, exactement. Fait que si tu prends des services gérés avec Unicorn, ben, tu as automatiquement Stable qui vient dans le bundle. Puis si... Unicorn est ton revendeur de services AWS, ben Stable aussi vient dans le bundle. All right, folks. Un petit shout-out aux chiffres partenaires certifiés SaaSpass. Le chiffre, c'est le bras droit de l'entrepreneur tech. Ils ont accompagné des SaaS bootstrapped, financés, et même plusieurs qui ont exit. Fiscalité, prévision financière, planification, name it, sont là pour alléger ta charge mentale puis t'aider à prendre des meilleures décisions. Moi, je suis client, autant perso qu'avec mes 2 business, puis je suis plus que satisfait. Même chose pour plein de founders qui sont venus sur le pod. Check them out sur saspass.com/partenaire avec un S. L'épisode 146 avec Thomas-Louis Lafleur, leur co-founder, c'est un incontournable. OK? De retour au pod. Puis là, OK, ben on peut parler du pricing puis du modèle d'affaires tout de suite, peut-être. Vu qu'on a comme déjà ouvert la porte, là, ça m'intéresse. 1,9%. Toi, tu alignes tes incitatifs avec le... En fait, tu les alignes pas nécessairement, right? Eric puis sa gang avec Stable me charge 1,9% de ma facture cloud avec la promesse de réduire ma facture cloud. Fait qu'il n'y a pas un monde où ce que je pourrais genre challenger puis dire ben là, si tu fais juste réduire la facture cloud du monde, tu réduis la valeur par client moyenne forever jusqu'à genre, tu sais, essaye de me démêler un peu là-dedans. Ouais, ben en gros, nous, notre proposition de valeur, c'est que on a confiance que
on va être capable de te faire sauver tellement d'argent puis sur ton cloud que tu vas être prêt à dépenser le 1,9% ou tu sais, de le dépenser à travers un autre service comme le resell ou dans Unicorn. Service géré, c'est ça, dans Unicorn. Puis l'idée derrière, c'est que nous autres, de toute façon, ce qu'on veut, c'est un partenariat à long terme avec nos clients. Puis, on va faire de l'argent sur le récurrent puis à quel point on peut te garder longtemps comme client. Puis dans tous nos contrats, tu peux sortir le mois d'après. Tu n'as pas d'entente fermée avec nous pendant 3 ans. Ça n'existe pas là, chez Unicorn. Tu embarques avec nous autres, puis le mois d'après, si ça te tente, tu peux sortir. Mais on a confiance qu'on t'amène assez de valeur que tu vas vouloir rester sur le long terme parce que tu le vois que ça te fait sauver bien plus que ça d'avoir mis cette dépense-là avec nous. Puis l'autre élément, c'est une fois que, tu sais, comme tu m'avais parlé, là, que tu disais, mais AWS, là, si vous leur faites baisser les factures, tout ça, qu'est-ce qu'ils vont pas trouver ça ordinaire, là, que vous arriviez puis ils vont pas vous aider, mais ils sont, chez Amazon, ils sont tellement customer-centric, puis ils veulent tellement le mieux pour le client que, puis leur pensée sur le long terme. C'est un client que tu y fais vraiment sauver de l'argent puis que tu l'aides vraiment à faire de quoi de mieux, ça va être une business qui va être plus pérenne. C'est une business qui va avoir plus de croissance. C'est une business qui va vivre plus longtemps puis qui va être plus longtemps un client chez vous que essayer d'aller tirer le maximum que tu peux d'un client puis de mettre le maximum de prix puis d'essayer d'aller tirer le maximum. Puis finalement, tu vas l'avoir mis dans une position précaire, puis le client va mourir ou faire faillite après. Tu sais, je dis, ça fait aucun sens sur le long terme. Quand tu y penses, nous, on veut se bâtir une business avec des clients qu'on va garder longtemps, puis qui vont avoir de belles croissances. Puis c'est encore plus important pour nous en tant que revendeur, parce qu'il y a 2 façons de croître quand tu revends des services AWS. C'est, tu peux avoir tes clients qui grandissent, ou tu peux trouver des nouveaux clients. Puis nous autres, plus on fait grandir nos clients, parce que nos clients, ils ont plus eux-mêmes de clients, puis plus de ventes, puis plus d'argent à sauver, à réinvestir en growth. Oui, c'est ça, exactement. Fait que nous autres, c'est si on réussit à te faire sauver 50 000 par mois sur ta facture AWS, puis cet argent-là, tu le mets dans tes ventes en place, puis tu rentres plein d'autres clients, on s'entend d'une manière détournée, ça va retourner dans le cloud parce que tu vas avoir plus de clients hébergés, plus de... c'est ça. Je pense que mon thinking était naïf parce que c'est comme si je voyais la réduction d'une facture cloud comme quelque chose de statique et de fixé dans le temps, puis c'est juste réduit maintenant. Mais la business grandit, les services ou produits qu'il y a, features qu'il y a, peut-être qu'ils utilisent plus d'AI. Fait que la facture cloud, elle fluctue, puis elle va toujours regonfler. Tant que la business va bien. Tant que la business va bien. Puis moi, je parle vraiment d'une perspective juste pour des users de Stable, mettons, qui sont pas clients de Unicorn. Même juste pour eux, ça fait du sens parce que, justement, si tu leur permets d'avoir des FinOps plus sains, d'économiser de l'argent, ils vont pouvoir grow, puis la facture, elle va, tu sais, ça va comme suivre vu que c'est un pourcentage, puis c'est pas le flat, mettons, du moins pour l'instant. Exactement. Fait que ça fait du sens, mais c'est ça, faut que tu penses plus loin pour que ça en fasse. Puis laisse-moi donc pas te challenger, mais te questionner sur ta vision d'affaires stratégique pour Stable versus Unicorn. C'est-tu toujours, tu sais, 2 entités qui vont se nourrir une et l'autre, ou tu vois un monde où ils sont vraiment complètement séparés? Parce que quand tu les merges, tout fait du sens. Là. Ouais. Genre, Stable peut être un lead gen quasiment pour tes services Unicorn. Stable peut vivre standalone, puis à un moment donné, plus tard, ils deviennent des clients Unicorn. C'est la même affaire que je viens de dire. J'essaie de voir de l'autre bord. Ouais, tu peux vendre Stable à travers Unicorn à tes clients existants. Tu sais, comme tout vu que tu fais du service AWS avec des clients, tu vois c'est quoi les vrais problèmes, tu améliores ton produit. Tu sais, c'est comme la synergie est comme là. Mais tu vois-tu un futur où genre, Stable take off puis comme est séparé ou? Pour l'instant, je trouve que la synergie est tellement intense puis elle amène tellement de valeur parce que toutes les nouvelles features qu'on sort dans Stable, notre équipe infrastructure
c'est les premiers qui l'ont en Ouais. bêta-test, qui le roulent avec tous nos clients, qui vérifient, tu sais, comme, OK, des nouvelles recommandations ou la nouvelle gestion de budget qu'on a faite, puis les alertes qu'on rajoute, puis etc. Fait qu'ils testent tout à l'interne, puis ils se rendent compte des avantages et inconvénients, puis comment il faudrait peaufiner ça. Puis après ça, une fois que ça c'est fait, là, c'est relâché à tous les clients, puis tu sais, on a d'autres feedbacks, mais pour vrai, les feedbacks qu'on reçoit, c'est souvent des affaires qu'on a déjà flaguées comme OK, ouais, c'est vrai, probablement que les clients ils vont dire qu'ils aimeraient avoir ce bout-là, mais là, on veut pas attendre avant de le releaser, fait qu'on va le releaser pareil. C'est juste la roadmap, mettons. C'est ça, exact. Le client arrive et il nous dit j'aimerais avoir ça. Ça tombe bien, on l'a prévu, puis il est là, c'est la roadmap, tu sais. Puis ça amène tellement une synergie intéressante entre les deux aussi, de pouvoir avoir des revenus qui sont plus récurrents avec la revente des services AWS, puis tout ça qui nous permet d'investir dans Stable. Ouais. Fait que là, si on sort Stable, ou si on sort la revente, ou si on sort... La force, je pense, qu'est dans le fait que tout est là. Mais j'ai comme tellement l'impression que c'est vraiment un bon moment, je pense, pour faire du produit et du service ensemble si tu es vraiment un expert métier profond, là, que tu connais ton domaine au fond, Léon, là, parce que tu peux développer du produit tellement vite, puis un peut nourrir l'autre, puis alors que j'ai quand même l'impression que même au début du pod de Ça se passe, tu sais, tout, c'était moins vrai, ça, genre. Ouais. C'est comme, ça fait de plus en plus de sens que ces choses-là vivent ensemble, puis que le service, l'expertise, puis le software se mergent tout ensemble, puis l'important, c'est genre, c'est quoi que ton client a besoin, genre, c'est quoi qui aide ton client au bon prix, au bon moment. Ouais, puis je pense que c'était-tu dans une infolette que tu en as parlé ou dans un pod que tu as fait tout seul. En tout cas, je sais plus, mais je t'ai entendu dire ça. Je t'ai entendu dire ça, puis je trouvais que ça faisait vraiment du sens. Ouais. Parce que c'est justement cette facilité-là maintenant qu'on a de faire le software plus vite avec les AI. Ben, le fait que ton service soit proche, ça aide tellement à développer le meilleur produit au final. Là, puis, la loupe est plus tight. Non, c'est vraiment dope, man. Je suis trop stoked que ça marche bien puis que vous l'ayez fait pour vrai. Puis je pense que, comme je te dis, le timing est bon. Laisse-moi donc essayer de voir si je peux pas challenger d'un point de vue... OK. Une des forces compétitrices au SaaS actuel, c'est les plateformes d'AI. Fait que les produits que les labs sortent, là, comme Claude Code, Claude Cowork ou genre Codex. Et la question est... Ben, est-ce que le problème que tu règles avec ton SaaS, je pourrais le régler seulement dans mon Claude Code, mon Codex? Fait que, mettons dans ton cas, s'il y a un CTO fictif ou une CTO fictive qui donne à Claude Code ou un autre agent généraliste un accès à ses données, des coûts AWS, ses métriques d'utilisation, son repo d'infrastructure, tous ces cossins-là, la poutine AWS, puis elle dit « Trouve-moi 50 000 $ d'économie. » Tu penses-tu que l'agent général va pouvoir faire une assez bonne job pour peut-être manger dans ton adoption de Stable? Tu sais, parle-moi de ça. Ouais. C'est une bonne question. Puis je peux pas juste dire je pense. On l'a fait. On a testé. Parce que ça fait partie des compétiteurs de Stable. C'est vraiment ça. Pour tous les compétiteurs de Stable, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ce compétiteur-là, il fait quoi? Par exemple, c'est les outils de base qu'il y a dans AWS. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils peuvent sortir comme valeur? Puis quand on le met à côté de Stable, c'est quoi la différence? C'est quoi les forces de Stable? Stable, t'es capable de mettre des commentaires, t'es capable d'avoir plus de recommandations sur des services que t'as pas dans l'autre, etc. Fait que, puis là, quand on est arrivé sur des tests avec des agents AI, puis même dans AWS, t'as Amazon Q qui existe, qui est comme une affaire qui est comme un AI directement intégré dans ta console AWS. Ah, OK, puis comme un copilote qui t'aide à... C'est ça. Puis là, tu peux chatter avec puis dire, là, moi, j'aimerais ça que tu me dises quels sont mes disques pas utilisés ou quelles sont mes affaires pas utilisées ou réduis ma facture de... Fait que tu peux chatter avec, on l'a fait, là, pour vérifier qu'est-ce que ça sort puis qu'est-ce que ça dit. Puis, clairement, ça te donne des généralités. Ça te dit, tu pourrais faire X, Y, Z, tu pourrais déliter ces disques-là, on pense qu'ils sont pas utilisés. Mais pour le vérifier, il faut que tu ailles vérifier toutes les métriques, etc. Il faut que tu ailles faire plein de jobs manuels de plus pour être sûr que c'est vraiment ça puis que c'est vraiment vrai. Puis... Le gros crunching, sale, long, coûteux de data que toi, tu fais pendant le 24 heures après que je suis pour Stable. Genre? C'est ça, exactement. Puis toute l'analyse de data que tu as besoin de faire pour pouvoir dire, mettons, est-ce que ça vaut la peine d'activer le CloudFront compression sur mes affaires?
il faut que tu saches combien d'objets que tu as dans ton bucket S3. Il faut que tu saches c'est quoi leur taille. Il faut que tu analyses tellement de milliers de données que finalement, tu vas brûler tellement de tokens. Avec un cloud code, mettons. Avec un cloud code pour pouvoir valider si vraiment tu peux faire cette recommandation-là, que finalement, tu vas brûler ton économie en tokens. Fait que ça fait aucun sens actuellement de faire ça à large. Là. Tu peux te donner des idées, ça peut te donner une petite base, mais de le faire au quotidien, tu vas brûler beaucoup trop pour rien. Ouais, c'est que ça reste... Peut-être qu'ils vont sortir un produit pour ça, là, où ils vont essayer de se spécialiser, avoir une feature de Cloud Code qui est plugué ou whatever, mais genre, ça reste que les tools d'AI, les plateformes d'AI comme ça sont trop générales, man, tu sais. Puis nous, la suite de Stable, ce qu'on est en train de développer en ce moment, c'est des skills puis des serveurs MCP que ces tools-là vont pouvoir intégrer. Right. Fait que là, nous, on va fournir le data déjà crunché, déjà compris, puis pouvoir dire, ça, c'est vraiment des disques qui sont non utilisés, ou ça, c'est des machines virtuelles où il n'y a plus aucune connexion dessus, ou des NAT gateway qui n'a plus de connexion dessus. Fait que là, tu peux prendre action agent pour pouvoir changer l'infrastructure as code puis dire, enlève cette NAT gateway-là, elle ne sert plus. Mais avant de cruncher le data, ils vont brûler trop de tokens à juste analyser puis à chercher dans le vide. Ouais. Puis, non, je te file à 100%. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est un peu Stable va devenir, ou est déjà, une source de vérité puis de confiance pour prendre des bonnes décisions de FinOps. Peu importe que tu ailles checker dans ta console à mitaine, que tu veuilles optimiser que tu utilises un agentic coding, genre Cloud Code ou Codex, tu vas pouvoir te plugger. Stable va te donner cette information-là. Fait que Ouais. Kiro, ou tu utilises Kiro. AWS Kiro, exact. Kiro, dans le fond, explique donc c'est quoi. AWS Kiro, c'est comme pour les développeurs, là, c'est un IDE. Ouais. Puis, avec dedans, tu as d'intégrer un AI que tu peux chatter avec pour pouvoir faire du vibe coding ou du développement par spec-driven development. Ouais. Fait que l'AI te montre ta spec, te montre comment il va le concevoir, puis te montre ta liste de tâches à faire. Puis après ça, il le distribue à travers différents agents qui peuvent les coder. Puis après ça, tu peux voir le code qui est généré. Puis c'est dans l'IDE, là, fait que tu vois directement le code. Fait que tu es capable de valider ce qu'il fait, puis après ça, de confirmer ou de réajuster des affaires. Fait que tu es directement dans ton éditeur de code, mais avec les AI intégrés pour t'aider. Puis l'avantage AWS, pour le monde qui sont dans l'environnement AWS, c'est... Ils ont un skill en plus qui est directement intégré dans Kiro, qui te permet de faire, par exemple, l'infrastructure as code. Fait que là, ça te permet de dire, développe telle feature, mais en plus, fais l'infrastructure as code nécessaire à ma feature. Puis il y a... Vu que le skill qui connaît comme bien AWS, puis tout le kit, ça permet de faire une bonne job puis de pas de faire un infrascode un peu croche. Toi, si Stable, éventuellement, en fonction de ses analyses puis recommandations, veut avoir un apport plus agentic puis prendre des actions, Stable pourrait pousser des prompts à Kiro qui, lui, fait basically des PR pour ton infra? En fait, ce serait probablement un skill que tu as dans Kiro qui serait connecté sur le serveur MCP de Stable. OK, c'est bon. Puis qui te permettrait de dire, voici les recommandations, les optimisations qui peuvent être faites. Puis Kiro pourrait faire le code pour modifier l'infrastructure. Puis quand est-ce que... Tu sais, tantôt, tu disais, je veux garder quand même un certain contrôle puis une responsabilité. Fait que le end result, l'humain serait où là-dedans? Ça serait genre un engineer, DevOps, whatever, un pro de l'infra qui reçoit une PR de Kiro, qui a été informé par l'analyse de Stable sur ton infra AWS, puis qui fait « OK, je comprends tout le chemin qui s'est passé, je lis ça, puis je l'approuve, puis je le merge en prod, genre? » C'est un peu ça? Oui, exactement. Puis je pense que c'est pas avec Philippe que tu en as parlé un peu du AI DLC, le AI Development Lifecycle? Écoute, je sais pas si ce mot-là... On a peut-être parlé de ça, mais j'ai pas registré ce mot-là, peut-être. OK, ouais. Mais c'est comment tu peux intégrer dans toutes les étapes de ton développement logiciel de l'AI aux bons endroits, parce que ça fait du sens, puis c'est réaliste. Tu sais, comme
au début du développement, ben, l'AI peut t'aider à écrire ta spec, puis aider ton product owner à définir ça va être quoi sa feature, puis qu'est-ce qu'elle va faire après ça. Il peut regarder après ça dans la prochaine étape comment tu vas faire ta conception technique, puis ça va être validé par un architecte. Puis après ça, s'il y a un bug qui rentre, ben automatiquement, il peut analyser, faire une première analyse du bug, puis suggérer des solutions, puis envoyer déjà des PR prêtes à des devs. Fait que, il y a plein d'étapes dans le development lifecycle que tu peux intégrer de l'AI. Ouais. Fait, l'idée, ça va être, stable, il y a des données intéressantes qui ont rapport au FinOps, qui peuvent être intégrées à différents moments dans ce development life cycle-là. Ouais. Au tout début, quand tu es en train de concevoir, pour concevoir ta feature et ton infrastructure, pour que ça fitte, pas que ça te coûte trop cher. Puis après ça, un peu plus tard, si tu as un problème un bug qui rentre, des enfants de même, tu veux pas que le code qui va être généré te coûte full cher en infra de plus. Fait que là, de pouvoir analyser avec les données de stable, ce que tu t'apprêtes à déployer, ça va te coûter trop cher? Fait que c'est pas juste réactif, ça devient quasiment proactif dans ton development life cycle, comme tu dis, d'avoir de l'input de stable. C'est ça. C'est vraiment hot, ça. Ça m'excite. Moi aussi. Non, mais c'est vraiment hot, man, je trouve. Puis une affaire, un compliment que je voulais pas oublier de te dire, c'est, tu sais, d'autres, je parle à des founders beaucoup, là, puis la question genre, hey, je pourrais pas régler le problème avec un Claude Code ou un Codex que tu règles avec ton SaaS. C'est vraiment pas tout le monde, man, qui genre sont capables de bien puis facilement y répondre. Puis je trouve ça cool que vous avez eu la discipline puis la rigueur de produit, de bien tester les différentes manières de régler le problème que Stable va régler pour bien le positionner, bien le pricer. C'est genre de la bonne job de produit. Fait que good job à toi puis ton équipe. C'est peut-être parce que je suis vraiment anxieux tout le temps. J'ai tout le temps peur qu'il y ait un compétiteur qui vienne tout briser. Fait que... Anxiety-driven development, dude. ADD. Je te file. Je te file. All right, folks. Petit shout-out à Leviat Légal, partenaire certifié, ça se passe. Incorporer ta boîte, négocier un term sheet ou juste avoir des contrats qui ont de l'allure sont là pour ça. Leviat, c'est des avocats qui comprennent actually la business tech. Donc, t'as pas besoin de payer pour leur expliquer comment ça marche un SaaS. Ils ont représenté un solide chunk des fondateurs au Québec dans leurs transactions. Plusieurs de ces founders-là qui sont d'ailleurs venus sur le pod. Puis les reviews sont 5-star, baby. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Tu peux aussi écouter l'épisode 142 avec Guillaume Falardeau, le fondateur. OK? De retour au pod. All right. C'est quoi d'autre que je voulais te raconter aujourd'hui? Je voulais parler des agents universels, on en a parlé, right? Genre, c'est-tu des concurrents, des partners? Puis là, vite d'un, ce que tu me dis, c'est que c'est plus une collaboration. Genre, tu sais, à partir de l'info que Stable te donne, tu peux, dans ton agentic coding product, faire des changements dans ton infra. Modèle économique, on en a parlé aussi. Ouais. Parlant de produit puis de positionnement, genre, j'essayais de me dire comment je définis c'est quoi Stable, genre. Parce que on dirait que je comprends la job to be done ou genre le problème que ça règle, le monde dans lequel ça évolue, mais je suis comme, c'est-tu un workflow assistant? C'est-tu un FinOps monitoring tool? C'est quoi la catégorie? Comment tu le positionnes, genre? Pour répondre à ça, on a comme 2 catégories de clients, en fait. OK, vas-y. Puis on répond à ces 2 besoins-là. Puis je pense que c'est ça qui explique le mieux, là. T'as le fondateur ou le CTO qui a pas de personne dédiée à faire du FinOps, puis que, tu sais, ça vaut peut-être pas la peine pour lui d'engager quelqu'un full-time qui va faire du FinOps, etc. Fait que lui, ce qu'il veut, c'est un tool qui va remplacer un DevOps full-time pour être capable de dire, c'est quoi que je devrais faire pour être sûr que je gaspille pas pour rien dans le AWS. Ouais. Fait que c'est juste quelque chose qui monitore en continu, puis qui il donne une sécurité de je le sais que je dépense pas pour rien, puis que c'est bien géré mon cloud, même si j'ai pas quelqu'un de dédié qui le check. Okay. Fait que ça, c'est le premier. Puis l'autre, c'est des équipes qui sont vraiment plus avancées côté FinOps, puis que souvent, ils vont être plusieurs personnes uniquement dédiées au FinOps. Puis eux, ils vont utiliser Stable, pas nécessairement juste pour sortir les recommandations, parce que ça, il y avait déjà des manières de le sortir où ils s'étaient déjà comme outillés, où il y avait déjà comme une certaine base, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est que une fois que ça a été identifié, qu'est-ce qui était une perte ou un gaspillage, là, ils veulent comprendre pourquoi c'est arrivé. Ils veulent aller plus loin, puis être capable de deep down, puis de dire,
on va changer la manière dont on conçu notre application, puis on va faire un refactor plus gros. Mais pour ça, il faut comprendre vraiment le détail de où ce que les coûts vont. Puis là, c'est là que Stable vient aider. Parce que dans AWS, tu vas être capable d'aller dans le Cost Explorer, puis tu vas être capable de savoir, par exemple, dans ce service-là, j'ai dépensé tant d'argent. Mais après ça, quand tu veux savoir, mais dans mon service RDS, là, c'est lequel de mes BD qui a dépensé combien. Puis après ça, dans mon cluster de BD, c'était-tu du storage qui coûtait cher? C'était-tu du network? C'était-tu du CPU? Puis là, tu es capable de mieux comprendre que, finalement, si j'adapte mon type d'instance ou si je change un peu la manière dont ça fonctionne dans mon infra, je vais avoir besoin de moins de CPU puis ça va me coûter beaucoup moins cher ma database. Sur des BD qui coûtent des milliers et des milliers de dollars, ça fait des grosses différences là, d'être capable d'avoir cette info-là. Fait que je comprends vraiment mieux les deux ICP. Je suis curieux de voir aussi si ton modèle d'affaires va évoluer pour un ou l'autre, ouais. Ou branch out, être deux, je sais pas. Ah bon. Mais, fait que mettons, je te pose la question. Qui sait, de qui est-ce que les yeux s'allument le plus quand tu fais ce pitch-là? C'est-tu genre CTO ou CFO ou CEO? Ou pour les petites compagnies, je comprends que ça peut être toute la même personne. Ouais. Mais pour les plus grosses compagnies. C'est la personne des finances. C'est ça. C'est la personne des finances qui allume le plus puis qui comprend le plus la proposition de valeur. Puis des fois, même, on se fait bloquer par des équipes techniques parce qu'un peu, on montre un peu une job qui n'a pas été faite. Ah, si j'avais même pas allumé là-dessus d'autres. Fait que des fois, tu sais, le CFO, il dit « Hey, il faut que vous utilisiez ça. » Puis là, on roule le tout. Puis là, l'équipe technique dit « c'est pas tant intéressant. Ouais, mais on peut sauver 36% de ta facture ou 40% de ta facture. Ouais, non, pas tant. On le sait, on peut le faire. » Mais là, il faut aller parler aux finances après et dire « tu sais, je pense qu'il y a un peu de réticence, là, mais... » Clairement qu'il y avait quelque chose qui n'était pas fait. T'sais. I mean, ouais. Si ton titre puis ta job, c'est juste, genre, gérer les FinOps, I guess que là, t'es comme réticent. Mais si t'es comme dans une compagnie peut-être plus petite ou ce que t'as plein de chapeaux, à la limite, ça devient comme un cadeau de ciel puis c'est genre un allié de bienvenue. Exactement. Mais ça dépend vraiment de l'espèce de politique ou de structure de la compagnie. Quand il y a un peu de politique, là, on le sent. C'est vraiment hot, man. J'avais pas pensé à ça, pas en tout. J'ai l'impression qu'on n'a même pas répondu à c'est quoi la catégorie. Ben, il appelle ça, on lève la jupe des fois puis on montre des affaires qu'il fallait pas montrer. C'est tellement mon oncle. J'essaie de voir c'est quoi sur ton site web, le genre de la tagline, là. Genre, mettons, le H1 là, sur Stable. C'est stableapp.com? Stableapp.cloud. .cloud, my bad. Mais je pense que le .com marche pareil. Je pense qu'on a acheté aussi. Stableapp.cloud. Ouais. Bing, bang, boom. Mon réseau est pas top, de l'autre bord des ponts. Where no AWS waste can hide. Ouais. Crush your AWS cost creep. Go-to solution for AWS cloud savings. Ouais, OK, je comprends. Fait que c'est monitoring. Je vais débuzzer mon OCD puis mon product marketing mind puis on va juste fucking move on. Excuse-moi. Fait qu'on s'en va vers notre closing, mon vieux. Est-ce que t'as l'impression que ta compagnie, en ce moment, c'est encore juste une compagnie, right? Ouais. Il y a comme plein de nouveautés dans ta Oh! C'est parce qu'il y a deux compagnies qui sont vraiment intégrées, mais c'est parce que pour des raisons de subvention, on ne pouvait pas avoir trop de revenus de revente de services AWS mélangés avec les autres. Fait que il y a comme une autre compagnie qui a une compte distribution juste pour la partie resell. OK, je comprends. Mais c'est comme... C'est très fusionnel. Au quotidien, tu ne vois pas la différence entre les deux. Mais ça reste deux corporations. Je comprends. Dans l'univers Unicorn et Stable, depuis que je t'ai connu, mettons, il y a genre full de nouveaux, mettons. Puis full de changements. Puis je pense que la majorité sont positifs, mais genre, faites la revente AWS, ça, c'est pas tant nouveau. Ça va faire 3 ans. Ça fait que c'est quand même nouveau. C'est quand même récent, exact. Les services d'accompagnement de développement, c'était déjà là, mais maintenant, vous développez le marché de l'Ontario. Vous avez lancé votre propre SaaS. La compagnie a grossi un peu, je pense, en termes d'embauche. Je suis quand même curieux de voir. Récemment, tu me disais, dans un gala ou un trade show, whatever, je pouvais même pas m'occuper du développement d'affaires. C'était, mettons, mon partner Ben puis Mylène qui le faisait. Fait que aujourd'hui, avec tous ces changements-là qui se sont passés dans le business, c'est quoi le morceau que c'est juste toi qui peux travailler dessus, ou du moins, c'est où que ton jus de cerveau va le plus?
Ben, je pense que c'est ça qui est le fun là, maintenant. Ça va bientôt faire 10 ans, mettons, Unicorn. Ouais. C'est quand? Le 10 ans? Le 10 ans, ça va être le 10 janvier 2028. Fait qu'en tout cas, il reste encore un peu de temps. Ouais, ça semble. Mettons 8 et demi. En tout cas. C'est bon. Mais dans le fond, je peux plus choisir sur quoi j'ai le goût de travailler aussi. C'est un luxe. Parce que tu sais, j'ai Claude qui s'occupe des opérations des RH, culture, talent, c'est comme... Claude ou? Non. Ouais, ça, le jeu de mots se fait souvent. C'était tout, excusez-moi. Ouais, mais elle s'occupe des opérations RH, culture, talent, tout ça, puis elle drive ça d'une main de maître. C'est comme... Plus besoin de m'en mêler, c'est comme ça va vraiment bien. Puis après ça, t'as Benoît qui s'occupe du développement des affaires, puis il était cherchant plus de l'aide avec Mylène, puis là, Tracy, puis là, c'est comme développement des affaires, ça va full bien. D'ailleurs, je pense que t'as parlé un peu avec Tracy ou Joël. Fait que tu sais, de ce côté-là, ça va super bien aussi. Fait que là, ça, ben, je suis comme un peu, je sens que je suis utile côté stable pour la connaissance du marché, le feature, le roadmap, où est-ce que ça s'en va. Côté produit, je trouve que j'ai vraiment une valeur ajoutée qui est intéressante de ce côté-là. Fait que j'ai passé beaucoup de temps depuis le début de l'année juste sur cette partie-là. T'aimes ça? J'adore ça. Ouais. C'est un bout très le fun. Puis c'est l'autre tu partie. des podcasts? J'ai le temps de venir puis pas être stressé comme les premiers qu'on a fait parce que j'étais comme on dirait que j'avais tout le temps de quoi. Puis l'autre affaire après ça, c'est il y a beaucoup de nouveaux services comme tu disais qui arrivent, puis il y a beaucoup de nouvelles affaires qu'on fait. Puis je sens que j'ai encore une bonne valeur ajoutée sur comment on structure nos process internes, puis comment on automatise aussi nos affaires à l'interne pour être plus efficace puis plus efficient. Fait que tu sais, j'ai utilisé AWS Kiro puis je voyais les équipes de vente qui montaient encore leurs propositions puis qui envoyaient dans DocuSign puis qui faisaient le transfert dans Google Drive puis dans HubSpot. Puis là, ils ont un tool que j'ai fait en Kiro une fin de semaine. Puis là, ils payent sur le Python puis tout ça fait, tout ça met à jour, tout ça classe à la bonne place, le DocuSign s'envoie puis tout. Fait que là, je sens que je peux aider sur certaines affaires de même. Puis avec les AI, ça va comme beaucoup plus vite. Ouais. C'est hot, man. J'ai le feeling que tu bouges de plus en plus sur ton X, puis en même temps, la business grandit, puis va bien. Fait que c'est hot, man. Ouais. Tu peux être fier, mon vieux, man. Y a-tu quelque chose que tu as appris depuis 1 an que Stable a été lancé qui est genre contre-intuitif ou surprenant? Ce qui m'a le plus surpris, c'est de savoir que ce que les users recherchaient là, en sign-up, c'est pas nécessairement sauver le plus d'argent possible. C'était... Ils veulent garder de la flexibilité. Ils veulent avoir la possibilité de se réaligner s'ils ont besoin de changer, puis etc. Donc, s'embarquer sur des commitments de 3 ans, des affaires de même. C'est pas tout le monde qui veut faire ce move-là, même si ça permettrait de sauver beaucoup d'argent. L'avantage que tu as dans Stable, c'est que tu es capable de le voir directement. Là. Ce que tu vas sauver en 3 ans, ça va être ça. Donc, tu peux faire ton idée de ça vaut-tu la peine que je me commette ou pas? Puis, fait que, ça aide. Mais de voir des clients qui veulent garder cette flexibilité-là, pas nécessairement juste je veux sauver des coûts à tout prix. Je veux savoir ce qui s'en vient, être capable de réajuster. Être capable d'avoir une meilleure prévisibilité aussi sur je vais choisir un service qui coûte un peu plus cher, mais je le sais qu'il va me coûter ça, puis que j'aurai pas un scale ou une surprise ou un enfant dans le même. Fait que il y a certains clients que c'est ça qu'ils veulent. Ça fait que ça a amené une réflexion sur certaines choses qui s'en viennent dans Stable aussi, qu'on est en train d'analyser sur il faut mettre des configurations un peu plus. Là, ce qu'il faut qu'on te recommande, c'est pas juste ce qui est le plus d'économie, mais c'est ce qui est le plus adapté à ce que tu veux. Puis toi, si tu veux de la flexibilité, puis si tu veux telle affaire, tu as la possibilité de le configurer dans Stable, puis qu'il te recommande des affaires qui fait avec ça. C'est quand même cool parce que probablement que justement le positionnement, le copy, peut-être même sur le site, va pouvoir changer vers pas juste de l'économie, mais de la prévisibilité. Même si c'est un excellent lead gen de pouvoir dire je te fais sauver de l'argent. Of course. C'est vraiment cool ça. Puis, I guess, tu as mentionné Kiro une couple de fois, puis mon avant-dernière question, c'était y a-t-il un tool d'AI ou un SaaS qui te fait triper ces temps-ci, qui t'amène de la valeur? Je pense que ça serait ça. Moi, c'est ça. AWS Kiro, j'ai vu ce que nos devs à l'interne font avec ça aussi. Là. Eux autres, ils ont utilisé vraiment beaucoup cet outil-là. On a eu des mandats aussi qui ont été faits
au gouvernement pour justement faire de la transformation du Yulucha, mais à travers Kiro, des affaires de même. OK. Puis c'est quand même vraiment impressionnant ce que tu peux faire avec ça. Puis de la manière dont ça a été monté, je trouve, avec le spec-driven development qui est intégré dedans, puis tout. Je trouve que c'est une bonne manière d'avoir de l'AI, mais d'être capable de le surveiller comme il faut. Puis qu'il ne te fasse pas juste te générer plein de codes que tu peux plus maintenir après, puis que ça devient un peu slop. Puis t'es capable d'avoir comme de l'AI, mais bien bridé, puis de très cool. Faire les affaires comme dans le bon ordre, puis comme il faut. Puis, question un peu têteuse, là, mais genre, t'as-tu l'espèce de dispatching ou de délégation via mobile? T'as-tu une app mobile pour ça? Tu sais, comme un Codex, ça marche bien, ça. Là. Moi, je l'ai pas. Anyway. Oui, tu le sais, je fais attention pour ma déconnexion. Oui, je sais, man. Je fais 9 minutes de Facebook par jour. Puis... man. LinkedIn, tu te mets-tu des limites aussi ou t'es plus là? Non, mais c'est la business. Ouais, c'est ça, c'est plus. Ouais. Dude, on est à notre closing. Y a-tu n'importe quoi que tu veux plugger? T'embauches-tu? Évidemment, allez essayer Stable si vous êtes un SaaS. Essayer Stable. Puis je pense qu'il y a une autre affaire que j'aimerais plugger, que j'ai pas parlé beaucoup, mais on gère aussi les AWS Meetup dans la région de Québec. Là. C'est vrai. Ouais. Puis, tu sais, je vais plugger Cofabo qui nous ont aidés pour certains événements. On a fait des événements dans les bureaux de Tomorrow. On a été chez Coveo aussi récemment. Fait on cherche tout le temps du monde qui build des affaires dans AWS puis qui ont le goût de partager des use cases ou qui ont le goût juste de partager leur local pour un meet-up, peut-être, etc. Là, fait que s'il y en a qui sont intéressés, s'ils cherchent AWS Meetup Québec, c'est littéralement via la plateforme Meetup, je pense. C'est exactement. C'est dans la plateforme Meetup. Puis vous allez trouver la page Meetup. Vous pouvez me contacter, puis après ça, ou sur LinkedIn. Puis moi, je cherche tout le temps des collaborateurs, des partenaires pour faire vivre un peu plus cette communauté-là. Ben oui, c'est cool. Plus on peut avoir de monde qui peut en jaser. Je trouve qu'il y a plein d'affaires, le fun, qui sont faites. Puis souvent, le monde, ils savent même pas. Fait que le fait d'avoir une communauté, ça aide. Puis, t'embauches-tu, ce temps-ci? Oui, on embauche présentement. Unicorn Cloud? Oui, Unicorn Cloud. Il y a une page carrière, je ne sais plus où exactement. Mais... Puis moi, qu'est-ce que je veux te faire comme shout-out, comme call to action? Genre, saspace.com/partenaire avec un S. C'est la deuxième année qu'on build, puis qu'on crée du contenu, puis plein d'affaires ensemble. Il y a dans la page, tu cliques sur Unicorn, tu cliques sur l'onglet ressources, il y a un paquet de convos vraiment le fun. Puis sinon, sur l'infolettre, infolettre.saspace.com, si tu check cours de plomberie, c'est tout mon deep dive avec ton boy Philippe Trépanier. Man, j'apprends puis j'ai du fun à chaque fois que je te parle, mon vieux. Fait que merci d'avoir fait le chemin. Merci d'être.